je retrouve Guillaume Faury qui a changé de plateau et Jérôme Rhin qui est le directeur associé au Boston Consulting Group, célèbre BCG. Donc moi, tout de suite, je vais faire réagir Jérôme Rhin. On a vu beaucoup d'opportunités. La famille aéronautique s'est mobilisée, donc beaucoup de solutions sont sur la table. Donc on voit tous les acteurs qui étaient dans la table ronde précédente. Mais toutes les propositions n'ont pas la même maturité technologique. Donc il va falloir faire concilier cette maturité, c'est-à-dire l'innovation, et le timing. Et tout cela en coordonnant tous les acteurs. Donc on l'a vu dans le débat qui vient de se passer. Si tout le monde a envie d'y aller, ça va pas forcément être simple. Jérôme Rhin. Je pense que la très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les solutions ne manquent pas. Et chacun des intervenants en a cité un certain nombre, que ça soit ambitieuse long terme autour de l'hydrogène, que ça soit l'utilisation des carburants alternatifs, que ça soit de nouveaux modes de propulsion. Mais effectivement, quand on regarde toutes ces solutions, elles ont des ambitions et des niveaux de maturité technologiques, voire industriels et économiques, qui sont très très variés. Et donc, il y a un vrai enjeu à gérer tout ça comme un portefeuille, pour être agile et puis pour tenir compte des évolutions, parce que comme dans toute réflexion technologique, il y a des incertitudes, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qu'il faudra gérer. Donc il y a géré ce portefeuille, et chacun des acteurs le fait d'ailleurs, parce que au-delà des grands discours, il y a beaucoup d'actions qui portent sur tous les sujets. Mais effectivement, la question, et je pense qu'elle était très bien illustrée à la conclusion du débat précédent, c'est qu'il faut la gérer de manière collaboratrice, comme un écosystème, pour être sûr qu'on va mettre le bon argent au bon moment sur les bonnes solutions pour traiter le sujet efficacement. Alors, il y a plein d'exemples de ce que cette collaboration pourrait vouloir dire, et on rentre sur un sujet qui est entre guillemets un sujet de gouvernance, et on a senti de l'appétit des uns et des autres de plus collaborer, mais il y a des organes qui existent déjà, le CTO Forum qui réunit l'ensemble des grands CTO qui travaillent sur le sujet et qui essaient de se développer une position commune. Et c'est pas évident effectivement dans l'univers, tu l'as très bien rappelé Guillaume, où on a plutôt tendance à bâcher l'avion et du coup la collaboration est très importante, mais on voit bien aussi sur le débat des carburants alternatifs qui a été adressé également dans la discussion précédente, où les investissements, les solutions, elles sont relativement matures. Il y a plusieurs formes de carburants alternatifs. La question maintenant, c'est comment les rendre industriellement, économiquement viables. Et on sent bien que il faut que tout le monde travaille ensemble. Et on a vu qu'on avait tous les acteurs sur le plateau aujourd'hui, plus probablement les régulateurs, qui doivent inciter plus fortement au développement de ces technologies. Oui, tout à fait. Les régulateurs, on avait déjà le ministre des Transports qui est venu à l'ouverture. Guillaume Faury, Airbus, c'est l'acteur central. C'est-à-dire que quand on parle de transport aérien, tout de suite on a une image mentale qui est celle d'un avion. Donc l'avion, c'est le point de convergence de toutes ces innovations. C'est-à-dire que si l'avion relève ce défi environnemental, les gens lui donneront le nom de série que Airbus va lui redonner. Comment vous intégrez ces problèmes de timing, de convergence? À un moment, il va falloir délivrer plus vite qu'on ne l'a jamais fait dans notre histoire. Tout le monde dans la famille aéronautique répond présent. Maintenant, vous allez avoir un rôle un peu central. Comment vous l'imaginez ? Oui, on est le chef de file et l'endroit où ça converge, parce qu'effectivement, il faut que toutes les technologies soient prêtes au même moment, venant de tous les fournisseurs, pour rendre possible une solution technologique sur un produit donné. Il ne faut pas croire que le succès ne tient qu'à l'avion. Ça a été bien expliqué précédemment. Aujourd'hui, tous les avions qu'on livre sont capables de recevoir jusqu'à des carburants qui sont jusqu'à 50% de biocarburant dans le mix, dans le carburant qui est à la pompe. Et pour autant,
l'utilisation c'est 0,01. Donc aujourd'hui, tous les jours, chaque avion qui décolle, on passe à côté d'une très grande opportunité de diviser les émissions de carbone en gros par 2, ne serait-ce que par ce volet-là. Donc un avion qui est très performant d'un point de vue CO2, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et un des enjeux très importants pour nous dans le lancement des nouvelles technologies, c'est non seulement s'assurer qu'on va pouvoir aller au bout du développement d'un avion qui va être très performant d'un point de vue environnemental, mais que l'infrastructure et la réglementation qui vont autour seront prêtes. Et donc une des raisons pour lesquelles on a beaucoup communiqué sur l'avion à hydrogène, c'est parce que ça permet de dire à toute la communauté des gens qui font des investissements, qui font de la réglementation, qui orientent les choses, que l'aviation regarde par là-bas et qu'on voudra qu'en 2025, en 2027, au moment où on va lancer un programme, on aura fini le développement des technologies, on va lancer un programme, qu'on ait la certitude ou la quasi-certitude que les réglementations vont permettre de faire voler un avion à hydrogène dans ce cas-là et d'utiliser de l'hydrogène sur les aéroports, de le transporter, et qu'on aura des quantités suffisantes, donc des grandes quantités d'hydrogène décarboné pour pouvoir faire voler les avions. On ne veut pas se retrouver dans la situation de la voiture électrique dans les pays où l'électricité est produite avec du charbon. Parce que la voiture elle-même est électrique, mais le bilan carbone est très mauvais. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer le bilan carbone. Voilà. Donc il y a des points de rendez-vous. On sert effectivement, nous, les constructeurs, Airbus en particulier, à éclairer le futur, à dire où on va. C'est pour ça que c'est aussi important d'expliquer ce qu'on est en train de faire, pour être sûr que l'ensemble des écosystèmes dont tu parlais tout à l'heure s'alignent et travaillent. On va pas gagner tous les combats, on va pas réussir tous les défis, mais statistiquement, on en réussit quand même pas mal. Et comme il y a plusieurs voies technologiques qui sont en concurrence, il est extrêmement probable qu'on va réussir au fur et à mesure à en faire marcher quelques-unes et que les ambitions qu'on s'est données, on va réussir à les rendre possibles. Alors, vous avez une responsabilité quand même très particulière parce que Airbus, c'est le nom d'un succès européen, d'une Europe qui avait, à part la France, en 1945 à peu près, disparu du champ du transport aérien et s'est reconstruit comme un acteur, un des principaux acteurs dans ce monde pluraliste, mondialisé. Donc Airbus va avoir une responsabilité de ce travail collaboratif qu'appelait Jérôme Rhin. Et donc ça va impliquer des nouvelles gouvernances. Comment vous imaginez ça, vous, votre point de vue de champion? Et est-ce qu'on sera capable en Europe d'inventer un champion mondial de la gouvernance? Voilà, question ouverte. Et j'aimerais après entendre Jérôme Rhin donner son point de vue d'analyste de cette situation. Moi, j'aime pas du tout le mot de champion. Peut-être chef de file, dans le meilleur des cas, je crois qu'il faut rester très humble. En revanche, c'est vrai qu'on est dans un monde de coopération, on est dans un monde où la capacité à faire marcher, à faire fonctionner autour de la table des gens d'horizons très différents est absolument essentielle à la réussite. C'est l'ADN d'Airbus. Parfois, on est une entreprise compliquée, plus compliquée que les autres, mais c'est parce qu'on a appris à maîtriser cette complexité qu'on est l'entreprise qu'on est aujourd'hui, en particulier dans la coopération. On est effectivement né d'une coopération européenne. Airbus est une entreprise incroyable sur la diversité des profils, des passeports et des origines des gens. C'est ce qui fait qu'on est très présent aux États-Unis avec succès, qu'on est très présent en Asie avec succès, et on va devoir capitaliser sur cette capacité à faire travailler les gens ensemble, parce que effectivement, plus que jamais, on va devoir travailler à différents secteurs autour de la table, et pas seulement des acteurs différents du même secteur. Voilà. Donc il y a des défis nouveaux. On est dans un monde qui de toute façon est de plus en plus interdépendant, de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite. Et donc c'est plutôt un atout d'être Airbus dans ce monde-là, mais on sait que les attentes sont fortes et on fera tout ce qu'on peut pour être à la hauteur des attentes. Jérôme Rhin, donc gérer cette complexité, et c'est raisonnable d'intégrer la complexité parce que il y a qu'en la gérant qu'on arrivera à des solutions simples, acceptables. Vous, comment vous voyez c'est l'impact de cette complexité et de l'interaction avec la gouvernance? C'est sûr que, comme le disait Guillaume, c'est pas nouveau la collaboration dans le monde aéronautique, et les différents avions qui sont sortis de chez Airbus ces 20 dernières années, ils ne seraient pas sortis s'il n'y avait pas eu de collaboration entre différents acteurs d'un même système. Là, la nouveauté, c'est qu'effectivement l'écosystème s'élargit.
moi je serais très optimiste parce que j'ai écouté attentivement le plateau précédent et en fait il s'agit d'élargir cette collaboration à des acteurs qui sont un petit peu différents, un peu complémentaires, et je trouve que les carburants alternatifs c'est quand même un très très bon terrain de jeu, c'est-à-dire que solutions matures, solutions reconnues et comme tu le disais démontrées d'efficacité, même s'il y a plusieurs variantes dans les carburants alternatifs. Donc il suffit que les gens qu'on avait se mettent encore un petit peu plus autour de la table pour traiter le sujet, pour le rendre implémentable, les limites économiques, les limites industrielles qui peuvent exister aujourd'hui, mais qui sont des limites qu'on peut traiter quand on a traité les enjeux technologiques précédents. Et pour, à mon avis, aussi influencer le régulateur. Parce qu'il y a eu la discussion sur le prix et sur, finalement, rendre coupable la demande, quelque part. Mais la régulation pourrait aussi inciter à se dire comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite sur ces solutions. Je pense que l'hydrogène, c'est une boussole qui est évidente, mais compte tenu de l'impact que tu décrivais sur que les carburants alternatifs peuvent avoir entre-temps, je dirais, il est nécessaire que ce groupe influence le régulateur pour accélérer cette mise en mouvement. On parlait de régulateurs et je fais le lien avec l'Europe. Donc même si le terme de champion pose problème, je pense que c'est dans la perception des Européens, c'est une des choses dont ils sont le plus fiers, c'est-à-dire de voir des avions conçus, construits pour une part en Europe, occuper plus de la moitié des lignes aériennes. Est-ce que l'Europe actuelle aurait la capacité d'accompagner cette gouvernance, d'accompagner par des mesures incitatives pour garder une puissance économique, une puissance industrielle, une puissance innovante qui puisse répondre et pas en second rôle, face à la Chine, face aux États-Unis, dont on sait que eux ne perdent pas du temps? Alors, il y a quelque chose qui est parfois un peu frustrant pour nous en Europe, c'est que il y a peu de domaines où on est leader mondiaux. Et c'est beaucoup plus facile d'investir et d'accompagner un domaine où on est leader mondial pour rester leader mondial que de revenir dans la course quand on est complètement à la traîne. Quand on fait cette analyse, on pourrait attendre un très fort soutien. Or, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Il y a du soutien, mais parfois il y a des arrière-pensées, et puis on se dit il faut en donner à tout le monde, et puis ils sont déjà bien servis. Puis d'ailleurs, comme ils vont bien, c'est plutôt pas eux qu'on va aider. Bon, moi je pense qu'il faut être pragmatique et il faut s'appuyer sur les points forts qu'on a. Hein. C'est Yannick Noah qui disait travaillez vos points forts quand il était entraîneur de l'équipe de France. Oui, on a des points forts. L'aviation est un point fort. Soyons fiers. Et en l'occurrence dans le défi de la transformation et de la décarbonisation du transport aérien, c'est un avantage compétitif d'être en Europe, parce que la conscience du besoin de traiter le problème du carbone, elle est beaucoup plus forte en Europe qu'elle est ailleurs, et donc ça nous aide, ça nous force, ça nous oblige, mais ça nous aide à avancer. Et c'est vrai qu'on a vu récemment, dans les plans qui ont été mis en place dans le cadre de la crise du Covid-19, les États venir consciemment nous accompagner pour qu'on garde la vitesse de développement des technologies et qu'on garde nos feuilles de route, parce que c'est des feuilles de route qui correspondent aux besoins de l'Europe. Donc je suis pas du tout pessimiste sur la capacité de l'Europe à atteindre le résultat. Je suis un peu préoccupé du fait que parfois on n'aime pas accompagner ces champions ou ces leaders en Europe. Il faut changer ça. Il faut vraiment assumer d'avoir des leaders et de vouloir les défendre. Il faut essayer d'en créer de nouveaux. C'est vrai que c'est important aujourd'hui à l'échelle européenne de pouvoir créer des nouveaux leaders, mais il faut que le régulateur il ait une vision long terme. Souvent c'est beaucoup plus facile de mettre une taxe en disant on va jouer sur la demande et puis ça va résoudre mon problème court terme d'économie budgétaire, alors que créer un environnement pour rendre possible des choses à plus long terme, eh bien c'est plus visionnaire, c'est plus courageux et c'est pas toujours facile pour des gouvernants plus ou moins proches des sujets de prendre ce type de décision. Donc nous on est très très à reculons sur les taxes, c'est souvent une façon de ralentir les choses et pas de les accélérer, et on attend vraiment des régulateurs, et c'est pour ça qu'on travaille
avec eux, d'avoir de la vision, d'accompagner des transformations profondes et de permettre à des leaders de continuer à rester des leaders. Jean Brun, un mot pour conclure, court. Complètement aligné avec Guillaume, et je pense que les exercices comme aujourd'hui sont très importants dans cette perspective, parce que toutes les opportunités de montrer une communication alignée entre les différents acteurs aidera dans le sens du régulateur qui ira moins vers des taxes punitives, vers des mécanismes incitatifs. Donc la communication homogène des acteurs me semble extrêmement importante, et pour qu'il y ait cette communication, il faut qu'il y ait collaboration. La communication, c'est la face un petit peu émergée de l'iceberg de la collaboration. Et de même qu'au début du débat précédent, vous avez rappelé tout ce que l'industrie a déjà fait et ce que l'industrie et le poids finalement relatif que l'industrie pèse dans le problème carbone, ce qui a peu été fait ces dernières années finalement, de manière similaire, il faut communiquer sur l'après, de manière très très homogène sur toutes les technologies, la façon dont on va les gérer, dont on va les amener à maturité, et sur le besoin d'accélération que tu précisais. Très bien, donc on voit point faible, point fort, donc travailler les points forts, mais également on a les points faibles, et le point faible, c'est peut-être la conscience qu'a l'Europe, qu'il faut qu'elle accompagne ses champions, les champions actuels, et la naissance de nouveaux champions. Merci d'être venu, et